Aujourd'hui, nous nous embarquons sur les champs magnétiques. Ce livre représente véritablement l'acte de naissance du surréalisme. C'est un livre qui a été une révélation quand il a paru et qui a toujours été considéré par les surréalistes comme une révélation. C'est-à-dire, si on veut savoir ce que c'est que le surréalisme, qu'est-ce qui est surréaliste, eh bien, pendant toute la durée de l'existence du groupe, on a considéré qu'il fallait revenir au champ magnétique. Je dis cela a été une révélation, ça n'a pas été évidemment une révélation pour tout le monde. Les champs magnétiques n'ont pas été du tout un best-seller. Ils n'ont jamais été réédités depuis leur première édition en 1919 jusqu'à cette édition-ci en 1966. Vous voyez que ça n'a pas été un succès de librairie. Mais c'est un livre qui a bouleversé un certain nombre de personnes et qui a bouleversé les personnes qu'il fallait. Breton et les autres surréalistes sont perpétuellement revenus sur les champs magnétiques. Ils en ont beaucoup parlé, et surtout Breton en a beaucoup parlé. Il nous a donné de nombreuses explications. Il a essayé de nous expliquer ce qui s'était passé dans ce livre Révélation. Ce livre qui a joué un peu le rôle d'un texte sacré descendu du ciel, ou, si vous préférez, monté des profondeurs de la terre. Et les explications de Breton, d'ailleurs, se sont quelque peu transformées au cours des années. Et elles ont deux étages. Il est beaucoup question des champs magnétiques dans les manifestes du surréalisme, dans les textes publics du surréalisme. Mais il y a quelques années, a été publié dans la revue Change un document tout à fait extraordinaire. Ce document, c'est un certain nombre d'annotations qui ont été mises par Breton lui-même sur son exemplaire des champs magnétiques à 11 ans de distance, en 1930. Et ces annotations ont été recopiées par l'arrière-petite-fille de Victor Hugo, Valentine Hugo, dessinatrice de grand talent, qui a fréquenté les surréalistes. Et le texte recopié par Valentine Hugo a été recopié à son tour par Alain Jouffroy, qui l'a refilé à la revue Change. Pour l'instant, l'exemplaire numéro 1 des champs magnétiques avec ces annotations il n'est pas possible de le consulter. Ceci parce que Breton a demandé, avant sa mort, que l'on ne publie aucun inédit, aucun des papiers qui se trouvaient chez lui avant 50 ans, ce qui est une précaution tout à fait étrange, et sur laquelle, d'ailleurs, on peut s'interroger. D'autre part, la copie de Valentine Hugo n'est pas disponible non plus. Il n'y a donc que cette copie des annotations que nous avons à notre disposition et qui nous donnent toutes sortes de renseignements, et des renseignements, nous le verrons demain, qui sont assez inattendus. Nous avons là, si vous voulez, des explications, mais des explications presque secrètes de Breton en ce qui concerne les champs magnétiques. Des explications secrètes qui viennent après les explications publiques qui sont données dans les manifestes et dans toutes sortes d'essais. Les champs magnétiques sont un livre surprenant, et comme beaucoup de livres surprenants, on ne sait pas très bien comment en parler. Alors, on préfère parler des explications qui ont été données sur ce livre plutôt que de parler du livre lui-même. C'est un peu ce qui s'est passé avec un autre auteur de la même époque, un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle Raymond Roussel, qui a écrit des livres tout à fait surprenants, passionnants, et dont aujourd'hui encore on ne sait pas très bien comment parler. Lui,
en a parlé très intelligemment dans un texte qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Et en général, quand on parle de Roussel aujourd'hui, on en parle uniquement à travers ou presque uniquement à travers ce texte « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Mais cela est tout à fait insuffisant. Et c'est pourquoi, lorsqu'on lit la plupart de la critique contemporaine qui concerne Roussel, on ne comprend absolument pas, en lisant les critiques, ce qu'il y a dans le texte et l'effet que fait le texte. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe aussi en ce qui concerne les champs magnétiques. Toutes les explications que donne Breton, en public ou en privé, sont passionnantes, mais elles ne sont vraiment passionnantes qu'à partir du moment où le texte est déjà présent pour nous, où le texte déjà nous fascine. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais laisser de côté les explications, naturellement, pour les reprendre demain. Et pour vous proposer, si vous voulez, pour essayer de réaliser aujourd'hui une lecture naïve des champs magnétiques. En effet, le texte a paru d'abord sans explication. Les grandes explications données par Breton viennent avant tout avec le premier manifeste du surréalisme, c'est-à-dire en 1924. C'est donc 5 ans après la première parution des champs magnétiques. Et si Breton a donné ces explications, c'est parce qu'il estimait que l'œuvre avait déjà fait suffisamment d'effets sans explication pour qu'on puisse commencer à en donner. Mais ces explications jouent pour la plupart des lecteurs contemporains un rôle d'occultation. Alors, essayons aujourd'hui de retrouver la fraîcheur, si vous voulez, la naïveté des premiers lecteurs des champs magnétiques, comme si c'était une découverte archéologique. Tout d'un coup, l'année 1919 nous est rendue. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer en 1924. Il nous faut par conséquent reconstituer, si vous voulez, le paysage mental de l'année 1919 pour que le texte retrouve son élément. Il nous faut reconstituer, si vous voulez, le dictionnaire qui était autour des champs magnétiques. Alors, je vais commencer par vous faire une description de ce volume, les champs magnétiques. Évidemment, nous avons d'abord un titre qui est tout à fait prenant et surprenant. Nous allons par conséquent étudier ce titre et nous savons déjà de toute façon que les titres jouent un rôle essentiel dans toute la littérature surréaliste et que le titre surréaliste est en général un lieu commun, une expression courante qui va retrouver une expression courante dans laquelle les mots vont retrouver les vertus qu'ils avaient perdues. Alors, lorsque j'ouvre le volume, je me trouve devant un certain nombre de sections qui sont pour la plupart en prose, qui se présentent comme de la prose. Seules les 2 dernières sections vont se présenter comme une suite de vers. Alors, je vais tout de suite vous donner la table des matières des champs magnétiques. Nous avons donc des textes de prose. Le premier s'appelle « La glace sans teint ». Second texte de prose, « Saison ». Le troisième, « Éclipse ». Le quatrième, « En 80 jours ». Le cinquième se présente typographiquement d'une façon différente. Il se présente comme une suite de dialogues, une suite de 5 dialogues qui sont séparés par des astérisques. Ce sont des dialogues qui sont présentés entre guillemets et avec des tirets qui séparent les répliques. Il s'appelle « Barrière ». Puis, nous avons une suite de textes plus ou moins courts, ou plus exactement, nous avons
un chapitre dans lequel nous avons des textes qui ont la taille moyenne d'un poème en prose, certains avec des titres, d'autres sans titre. Et ce chapitre est parsemé d'un certain nombre de phrases. Il y a 8 poèmes en prose et puis 24 phrases, tout cela étant séparé par des astérisques, et il y a 4 poèmes en prose qui ont un titre et 4 qui n'en ont pas. Ce chapitre s'appelle « Ne bougeons plus ». Et puis, un dernier chapitre de prose, « Gants blancs ». Puis, nous arrivons dans des poèmes. Un poème par page, chacun avec son titre. Et cette section dans laquelle il y a des poèmes s'appelle « Le Pagure dit ». Et il y a 10 poèmes, puis une dernière section qui s'appelle encore « Le Pagure dit ». Avec 10 poèmes. Je peux vous donner tout de suite le tuyau, si vous voulez, je lève un coin du voile. Les 10 poèmes du premier Pagurdi ressemblent beaucoup à des poèmes d'André Breton, et les 10 poèmes du second Le Pagurdi ressemblent beaucoup à des poèmes de Philippe Soupeau. Et puis, enfin, nous avons un grand titre qui tient toute une page, et c'est la fin de tout. Et derrière cette page de titre, nous avons un calligramme, on peut dire, autour d'un cadre qui est comme une carte de visite. Nous avons écrit bois et charbon, André Breton et Philippe Soupeau. Et enfin, sur la dernière page, la toute dernière page, eh bien, je dirais presque vous le savez déjà, étant donné ce que nous avons vu la semaine dernière. Sur la dernière page, il est écrit « Ce livre est dédié à la mémoire de Jacques Vacher ». Voilà. Alors, voilà comment se présente l'ouvrage, typographiquement, si vous voulez. Vous voyez qu'on peut dire qu'il y a 8 grandes parties dont une se dédouble. Ce dédoublement, nous le retrouvons à toutes sortes d'autres endroits du texte. Ce dédoublement correspond naturellement au dédoublement de l'auteur sur la page de titre, puisque c'est André Breton et Philippe Soupeau. Ce dédoublement, nous le trouvons ici dans cette citation « bois et charbon ». Je dis citation parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons écrit comme cela sur une page « bois et charbon », eh bien, cela n'évoque rien de spécial pour nous. Au contraire, dans la première moitié du XXe siècle, en France, l'expression « bois et charbon » était quelque chose que l'on voyait écrit partout. On avait besoin de bois et de charbon pour se chauffer. Il y avait à Paris, les rues de Paris étaient remplies de petites boutiques qui étaient des marchands de bois et de charbon. Et on voyait ainsi bois et charbon presque dans chaque rue. Et c'était lié à des peintures très naïves représentant des bûches de bois vues par leurs tranches, avec les fentes qui sont à l'intérieur. Cette expression bois et charbon, c'est donc le langage tel qu'on le voit, le langage le plus ordinaire. Si vous voulez, bois et charbon, c'est un lieu commun qui est beaucoup plus commun encore que la plupart des lieux communs qui sont utilisés dans les grands titres. C'est un lieu commun beaucoup plus commun que les champs magnétiques, si vous voulez. En ce qui concerne ces lieux communs, vous voyez que dans nos titres, nous avons déjà un certain nombre de termes qui fonctionnent comme des lieux communs. Lorsque nous voyons « ne bougeons plus », par exemple, eh bien cela évoque surtout à l'époque, aujourd'hui c'est déjà quelque chose qui est perdu. Cela évoque pour les gens de l'époque immédiatement la photographie.
Aujourd'hui, on va se faire photographier, bon, de toutes sortes de façons, nous sommes très très habiles. Mais à l'époque, on était obligé de demander aux gens de rester tranquilles. Le « ne bougeons plus », c'est la formule magique, si vous voulez, qui va produire l'image. C'est la formule magique qui va permettre à l'instant de rester, à l'image de se développer. Formule magique qui est en général, enfin qui peut être liée à un éclair. C'est l'éclair du magnésium. Ce magnésium, ce mot magnésium qui évidemment nous rappelle le titre, et nous verrons à l'intérieur du texte le magnésium de temps en temps lancer ses éclairs. D'autre part, nous avons une autre expression ici qui, elle, n'est pas vraiment un lieu commun, mais qui est une citation, qui est évidemment la citation d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Jules Verne. En 80 jours, cela évoque obligatoirement à l'époque et de nouveau aujourd'hui le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Quant à la glace sans teint, vous savez ce que c'est qu'une glace sans teint? C'est une glace qui peut servir à la fois de miroir et de fenêtre. C'est une glace donc qui n'est pas opaque. Alors, c'est le titre d'un tableau de Matisse, entre autres choses, mais bien plus, c'est l'expression courante, et la glace sans teint était quelque chose qui était très fréquent dans les immeubles de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. En effet, lorsque un immeuble était à l'angle de deux rues, la pièce, imaginez un immeuble comme ça qui est à l'angle de deux rues. La pièce la plus belle, c'est celle qui peut avoir des fenêtres des deux côtés, c'est le salon. Et c'est pourquoi, dans les immeubles de cette époque, en général, on met le salon ici et on met la cheminée au bout de ce salon, qui va, si vous voulez, dont les ailes vont se recueillir autour de ce foyer. Et au-dessus de la cheminée, on met un miroir. Mais ce miroir est en général une glace sans teint, c'est-à-dire que pendant la journée, il va fonctionner comme fenêtre, et pendant la nuit, il va fonctionner comme miroir. Ce thème du miroir dans lequel va apparaître quelque chose d'autre que celui qui s'y regarde, ce thème donc de la glace sans teint est un thème, disons, permanent de l'imagination romantique et qui va jouer aussi un grand rôle à l'intérieur du livre de Breton et Soupeau, à l'intérieur de l'imagination de Breton d'une façon générale. Eh bien, maintenant, entrons dans ces textes de prose et avant de nous lancer vraiment, nous allons voir un peu quelles sont leurs caractéristiques. Est-ce qu'il y a des différences entre ces textes ? Nous avons des textes évidemment très différents. Ce qui vient après la fin de tout, c'est un calligramme. Ici, nous avons des poèmes qui sont, je dirais, des poèmes dada normaux, des poèmes dada habituels, qui sont faits de morceaux de phrases qui sont collés les uns à côté des autres pour nous donner un effet de surprise. Ici, nous avons ces phrases d'une part, ces poèmes en prose d'autre part. Ici, nous avons ces dialogues. Entrons à l'intérieur des textes qui se présentent comme textes de prose. Nous verrons qu'ils ont des couleurs différentes et qu'ils ont une grammaire différente. Entrons, si vous voulez, dans le premier de ces textes. Voyons comment on aborde les champs magnétiques dans ce premier texte, La glace sans teint. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches,
ses alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. Eh bien, ce qu'on peut remarquer tout de suite en lisant ce texte, c'est que nous sommes aussi loin que possible de la grammaire d'un poème d'Ada. C'est que nous avons un continu de prose française absolument caractéristique. Nous sommes dans le règne de la belle prose. Et ce règne de la belle prose est d'autant plus souligné que nous avons l'utilisation d'un pronom qui est assez rare dans la narration en français, qui est le pronom « nous ». Dans tout ce premier texte, c'est le pronom « nous », les deux auteurs, Breton et Soupeau, qui va régner avec le présent. Mais surtout, ce qui règne là, c'est la belle langue française. On se coule, si vous voulez, à l'intérieur de la belle langue française. Et à l'intérieur de cette belle langue, de cette coquille, si vous voulez, cette coquille qui nous apparaît avec toute sa beauté, qui nous apparaît nacrée comme les plus belles coquilles qu'on peut trouver au bord des plages. À l'intérieur de cette coquille, il y a quelque chose qui s'agite en quelque sorte. Il y a quelque chose qui bouge. Nous avons de temps en temps l'impression que ce n'est pas le mot qu'il faudrait qui nous est donné. Nous avons la structure de la phrase, mais nous avons comme des lapsus qui viennent de temps en temps. Dans ce texte-là, nous avons un sentiment de désolation, c'est une espèce d'élégie, mais en plus un comique bizarre qui vient de temps en temps. Ce sentiment que nous sommes à l'intérieur d'une espèce de coquille, la langue française qui est retrouvée enfin, alors qu'on avait failli la perdre dans les exercices que l'on fait de temps en temps. Cette langue française retrouvée avec tant de plaisir et où on va s'installer, eh bien, cela va... Cette langue française comme coquille, cela nous donne une des clés fondamentales de ce mot qui vous a peut-être surpris, qui est le mot pagure. Si vous ouvrez votre dictionnaire, vous trouverez que le pagure est ce petit crustacé commun sur nos plages, qui a une queue très molle, qui est très fragile, qui est très démuni et qui par conséquent, pour se protéger de ses ennemis, a besoin d'enfoncer son corps à l'intérieur de la coquille d'un autre animal, à l'intérieur d'une coquille abandonnée. C'est ce qu'on appelle d'habitude le Bernard l'ermite. Eh bien, nous voyons que Philippe Soupeau et André Breton sont deux Bernard l'ermite. Et ce sont des Bernard l'ermite qui réussissent à avoir une vie nouvelle, ce qu'ils ont véritablement senti comme une vie nouvelle, en s'installant à l'intérieur de cette merveilleuse coquille retrouvée qui est le son de la belle prose française, de la grande prose française, caractérisée par une certaine longueur de phrase. Cette belle prose française va être troublée dans certains autres textes. Elle sera complètement troublée ici. Mais dans ce premier texte, nous n'avons, pour ainsi dire, aucune phrase nominale. Ce sont des ondes grammaticales, des volutes grammaticales qui se promènent. Et la sonorité de la langue française est ce qui est le plus important. Nous sentons bien que ce qui joue d'abord, c'est la beauté de la langue française et que ce qui est dit à l'intérieur dépend moins des mots
que de l'organisation générale musicale de la phrase et des suites de phrases. C'est-à-dire que le sens et la puissance du texte ne dépendent pas des mots individuels. Les mots peuvent se tromper, et les mots, en se trompant, vont apporter, si vous voulez, une ornementation d'un type particulier. Une ornementation, c'est comme des étincelles le long d'un fil électrique, une ornementation qui est à la fois, qui nous donne d'une part l'impression de trébucher dans d'autres zones, dans des profondeurs, et d'autre part, qui nous donne une impression de drôlerie. Des mots arrivent ici, des mots sont mis à la place des autres, d'une part, pour arriver à des paysages nouveaux et qui soient merveilleux, mais en même temps pour arriver à déclencher un certain rire. Alors, dans le premier texte, nous avons donc une organisation grammaticale très forte et qui est caractérisée par l'emploi du pronom nous et du présent. Dans le second texte, saison, nous avons un autre type d'organisation. Nous avons cette fois le pronom je. Et nous avons des verbes au présent, mais des verbes au présent qui basculent perpétuellement dans le passé, ce qui nous fait bien comprendre que ce présent est un présent narratif. Nous avons un autre type d'organisation de la prose qui est le type d'organisation de la prose que l'on trouve justement dans le discours que le patient fait à son psychanalyste. C'est l'organisation, c'est le modèle narratif des souvenirs d'enfance. Nous verrons d'ailleurs un peu plus en détail ce texte Saison, parce que c'est un texte dont l'organisation est particulièrement marquable. Je quitte les salles de l'eau de bon matin avec grand-père. Le petit voudrait une surprise. Ces cornets d'un sou n'ont pas été sans grande influence sur ma vie. L'aubergiste s'appelle Tyran. Je me retrouve souvent dans cette belle pièce, avec les mesures de volume. Le chromo du mur est une rêverie qui se représente toujours. Un homme dont le berceau est dans la vallée atteint avec une jolie barbe à 40 ans le faîte d'une montagne et se met à décliner doucement. Les mendiants prononçaient le chatiot. Il y avait d'adorables colères d'enfants à propos de ces plantes grasses qu'on applique sur les corps. Il y avait les fleurs de lys conservées dans l'eau de vie quand tu tombais. Ici, nous nous retrouvons dans le monde de la petite enfance. Et le texte d'ailleurs va évoluer comme le chromo dont on nous parle ici. Le texte s'appelle Saison et développe une métaphore extrêmement classique qui est celle des saisons de la vie. De l'enfance à la maturité, à la vieillesse. C'est cette image qui existe, dont il existe d'innombrables versions, ce chromo, où on voit un homme qui vient d'une vallée et qui, à l'âge de 40 ans, arrive au fait. C'est une image d'Épinal extrêmement classique. Et vous avez une montagne, une image qui représente les âges de la vie. Alors, ici, vous avez l'âge de 40 ans, ou quelquefois c'est 50, c'est là qu'on est au sommet. Et puis, alors il y a le petit bébé qui est ici, quelquefois ce sont des gradins, alors il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis ensuite on décrépit doucement pour arriver à s'endormir pacifiquement à 100 ans ici. Le troisième texte est un texte dans lequel les événements, si l'on peut dire, sont beaucoup plus précipités. C'est un texte dans lequel nous avons des décors qui se succèdent à toute vitesse et en général ce texte est à la troisième personne. Ce sont comme, si vous voulez, des diapositives qui passent les unes après les autres. En 80 jours est un texte tout à fait narratif. C'est presque
un passage de roman dont le personnage principal s'appelle le voyageur. Et ce voyageur va faire toutes sortes de déplacements. Ici, nous avons ces dialogues, ici ces textes qui sont séparés les uns des autres, et enfin, gant blanc, un dernier texte narratif. L'expression gant blanc aussi est très curieuse. C'est encore une fois un lieu commun, et c'est un lieu commun particulièrement intéressant. Dans le second manifeste du surréalisme, Breton rappellera que les mages anciens devaient avoir une mitre de lin blanc, qu'il devait être tout à fait propre. Et il reprochera beaucoup à Georges Bataille son penchant pour la saleté. La blancheur joue un rôle très important dans la mythologie de Breton. Et les gants blancs, c'est aussi quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes obligés de reconstituer un monde ancien pour réussir à reconquérir une naïveté de lecture. Lorsqu'on dit gants blancs aujourd'hui, c'est un objet qui n'existe plus. On n'a plus de gants blancs aujourd'hui. Mais en 1919, l'expression gants blancs appelait immédiatement deux choses. Une chose dont Breton et Soupeau avaient certainement conscience, une autre dont ils n'avaient peut-être pas conscience ou qu'ils auraient refoulé s'ils avaient réfléchi un peu. Ce dont ils n'avaient pas conscience, ce qu'ils auraient refoulé, c'est que les gants blancs, cela faisait partie, c'était un des deux signes fondamentaux de l'uniforme des élèves de l'école de guerre de Saint-Cyr. Les élèves de Saint-Cyr, les jeunes officiers, étaient, comme on disait, en casoar, un plumeau comme ça très joli, de plumes blanches sur la tête, et en gants blancs. Cela faisait partie de leur tenue d'apparat. Mais les gants blancs font aussi partie de la tenue du maître, partie de la tenue du maître d'hôtel. Du maître d'hôtel ou du maître de cérémonie. Celui qui organisait les fêtes et celui qui apportait la nourriture et la boisson. Vous voyez que alors, ce texte gant blanc est donc lui aussi un texte narratif dans lequel nous retrouvons des voyageurs. Nous avons un voyageur ici, et ici nous avons deux voyageurs qui en rencontrent un troisième. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de plus, n'est-ce pas? Ces deux voyageurs qui en rencontrent un troisième, c'est évidemment André Breton et Philippe Soupeau qui rencontrent le fantôme de Jacques Vacher, fantôme qui traverse absolument tout le texte. Alors, maintenant, revenons au titre, puisque, je vous l'ai dit, les titres demandent une particulière attention. Les champs magnétiques, cela évoque évidemment d'abord la physique. Un aimant développe autour de lui un champ de force qui va orienter la limaille. Mais il n'y a pas que les petits bouts de fer qui ont des champs magnétiques. Il y a aussi un grand corps céleste, mais terrestre en même temps. Le corps dans lequel la terre et le ciel sont confondus. Ce corps céleste qui est terrestre en même temps, c'est évidemment la terre. La terre qui joue un grand rôle dans l'imagination de Breton, puisque vous savez que son premier grand recueil de poèmes s'appelle Clair de terre. Alors, la Terre est donc elle-même, elle a elle-même un champ magnétique. Et le champ magnétique terrestre est formé de lignes, si vous voulez, qui embrassent toute cette Terre. Nous avons donc, dans le titre « Les champs magnétiques », nous avons déjà plusieurs notions qui sont l'une sur l'autre. Le magnétisme relie deux régions très importantes de notre savoir. Le magnétisme, au sens le plus positif du terme, relie la physique et la géographie.
c'est-à-dire deux régions qui sont en général étudiées séparément. Par conséquent, le titre champ magnétique en lui-même est déjà une de ces superpositions de signification. En effet, lorsque nous étudions une aiguille aimantée, un morceau de fer, un aimant, et déjà ce titre aimant est particulièrement riche, nous donnons aux deux pôles le nom des deux pôles de la Terre, nord et sud. Ces deux pôles, nord-sud, voilà encore une autre dualité qui rejoint celle des deux Pagure, celle de Bois et Charbon, celle d'André Breton et Philippe Soupeau. Cette dualité nord-sud, ce terme nord, cette expression, si vous voulez, nord-sud, c'est encore quelque chose que les Parisiens avaient perpétuellement sous les yeux à cette époque-là. En effet, là aussi, ça, c'est quelque chose qui est perdu, n'est-ce pas? En lisant les champs magnétiques, j'ai l'impression de me promener dans une sorte de Pompéi. Vous voyez? C'est quelque chose qui ressort pour moi d'un lointain passé. Eh bien, l'expression nord-sud était une expression très connue pour les Parisiens, parce que une des premières lignes de métro qui ait été faite à Paris était la ligne Porte de la Chapelle, Porte de Versailles, qui était particulière. C'était la seule qui avait un nom propre. On l'appelait le Nord-Sud. Et à l'intérieur de tous les wagons, il y avait écrit partout Nord-Sud. Et cela a duré jusqu'à il y a quelques années. Cette expression tellement frappante, nord-sud, qu'on voyait à l'intérieur de ces wagons, cette expression était ressentie comme tellement frappante que l'un des grands poètes de l'époque, un de ceux qui ont été considérés par Breton et Soupeau comme leurs maîtres, avait pris cette expression comme titre de la revue qu'il dirigeait, la revue Nord-Sud. Vous voyez que cette idée de champ magnétique a aussi toutes sortes de connotations littéraires et de connotations parisiennes. D'autre part, dans toute la pensée de Breton, cette opposition du Nord et du Sud va jouer un grand rôle. Vous savez que la rose des vents, l'orientation générale, est une espèce de structure fondamentale de l'imagination parmi bien d'autres. Breton est extrêmement sensible à tout ce qui vient comme ça du langage et surtout du langage qui se répand sur la vie quotidienne. Et Breton en particulier est très sensible naturellement à son propre nom. Breton vient de la Bretagne. Breton est né en Bretagne. Le nom de Breton a une valeur double. C'est non seulement un nom propre, mais c'est un nom commun également. C'est-à-dire que dans le nom de Breton, nous avons, si vous voulez, la reprise du phénomène de la noblesse. Le nom d'homme est en même temps un nom de lieu. Et cela va jouer un grand rôle dans le comportement de Breton. Mais non seulement Breton est né en Bretagne, mais il est né à l'intérieur de la Bretagne, dans une ville qui a le plus beau nom du monde, puisqu'il est né dans la ville qui s'appelle Lorient. Et Lorient, c'est la façon actuelle d'écrire cela, mais autrefois, cela s'écrivait tout simplement le port de Lorient, le port d'où l'on partait vers l'Orient. Alors, Breton s'est toujours donné comme un homme du Nord, mais c'est un homme du Nord qui est né à l'Orient et qui est fasciné par l'Orient. Mais cet homme du Nord qui est né par l'Orient va être fasciné par autre chose encore. Et nous verrons apparaître, dès les premières pages des champs magnétiques, nous allons apparaître le quatrième de ces points cardinaux. Le quatrième de ces points cardinaux qui remplissait les écrans de la capitale à cette époque, et qui d'ailleurs n'a pas cessé de les remplir. Cet autre point
de la Rose des Vents, c'est l'Ouest, mais l'Ouest le plus lointain, c'est le Far West des westerns, ce Far West dont rêve justement Jacques Vacher. Jacques Vacher qui, dans sa fameuse lettre, rêve d'être cowboy dans l'Arizona. Cowboy. Mais voilà l'explication d'une des fascinations du personnage de Vacher. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, Vacher? Alors, nous avons donc, sur notre titre, nous avons, si vous voulez, une boussole. Sur la page de titre, nous avons une boussole. Mais d'autre part, l'expression champ magnétique a d'autres sens que cela. En effet, non seulement magnétisme évoque la physique, le magnétisme terrestre, mais cela évoque toutes les séductions. Et cela évoque, évidemment, le magnétisme au sens du XVIIIe siècle et au sens populaire qu'il prend dans les séances de prestidigitation lorsque l'on parle de magnétiseur, celui qui va fasciner les autres. Cette expression magnétiseur ou le regard magnétique, c'est une expression qui fascine Breton, c'est le cas de le dire. Alors, le long de ces lignes du champ magnétique, nous avons une attraction extrêmement puissante vers un pôle. Nous avons un déplacement. Ce barreau de fer est appelé un aimant et donc tout le livre est lui aussi un livre d'amour, un livre où l'amour, au sens habituel, ne joue pas un grand rôle, mais où l'amitié va jouer un rôle absolument fondamental. Une amitié passionnée, cette amitié passionnée qui est le fond du sentiment, si j'ose dire, du sentiment de groupe à l'intérieur du surréalisme. Alors, le champ magnétique, cela va être non seulement le champ CHAMP, mais c'est aussi, évidemment, puisque l'on voit tout de suite, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des textes qui se reconnaissent immédiatement comme poèmes et comme poèmes modernes, eh bien, ce livre, c'est aussi un recueil de chants magnétiques, c'est-à-dire de chants qui vont fasciner, de chants qui vont nous entraîner. Le chant des sirènes, si vous voulez. Le chant qui va nous entraîner et qui va nous entraîner au-delà des horizons, qui va nous entraîner le long de ces lignes qui traversent toute la Terre. Eh bien, à l'intérieur de ces voyages que nous allons faire, nous allons nous promener, par exemple, le long des âges, en particulier dans le texte qui s'appelle « Saison ». Dans le texte qui s'appelle « Saison », nous allons parcourir à travers, si vous voulez, plusieurs épaisseurs des vitres qui sont plus ou moins propres. On a tout le temps l'impression qu'on voit le texte, on saisit le fil de l'histoire à travers une vitre sur laquelle il y a des taches de peinture, ou d'ailleurs parfois très belles. Hein. On voit quelque chose à travers autre chose. Eh bien, à travers cette épaisseur, nous voyons le texte qui est organisé très clairement selon le chromo pendu au mur dans la chambre de son enfance et qui développe la métaphore, les saisons de la vie. L'enfance étant le printemps, la jeunesse étant l'été, la maturité étant l'automne et la vieillesse étant l'hiver. Et le texte est formé, c'est un tout petit peu plus complexe parce que le texte est formé de 6 paragraphes et les 2 premiers paragraphes développent l'enfance, si vous voulez, les 2 derniers paragraphes vont développer la vieillesse et la mort. Mais à l'intérieur de ces voyages, il y a un personnage, ces voyages dans le temps ou ces voyages dans l'espace, il y a un personnage qui joue évidemment un rôle particulièrement important. Ce personnage, c'est Jacques Vacher. Jacques Vacher, c'est celui
qui permet, c'est celui dont le fantôme permet la réunion des deux amis. Ils se réunissent autour de cette figure et c'est lui qui leur donne le courage, la gaieté au milieu du désespoir qui risque de les envahir. Eh bien, regardons l'apparition de Jacques Vacher à l'intérieur de la glace sans teint. Ce soir, nous sommes deux devant ce fleuve qui déborde de notre désespoir. Nous ne pouvons même plus penser. Les paroles s'échappent de nos bouches tordues et lorsque nous rions, les passants se retournent effrayés et rentrent chez eux précipitamment. On ne sait pas nous mépriser. Nous pensons aux lueurs des bars, aux balles grotesques dans ces maisons en ruine où nous laissions le jour. Mais rien n'est plus désolant que cette lumière qui coule doucement sur les toits à 5 heures du matin. Les rues s'écartent silencieusement et les boulevards s'animent. Un promeneur attardé sourit près de nous. Il n'a pas vu nos yeux pleins de vertige et il passe doucement. Ce sont les bruits des voitures des laitiers qui font s'envoler notre torpeur et les oiseaux montent au ciel chercher une divine nourriture. Aujourd'hui encore, mais quand donc finira cette vie limitée, nous irons retrouver les amis et nous boirons les mêmes vins. On nous verra encore aux terrasses des cafés. Il est loin, celui qui sait nous rendre cette gaieté bondissante. Il laisse s'écouler les jours poudreux et il n'écoute plus ce que nous disons. Est-ce que vous avez oublié nos voix enveloppées d'affection et nos gestes merveilleux? Les animaux des pays libres et des mers délaissées ne vous tourmentent-ils plus? Je vois encore ces luttes et ces outrages rouges qui nous étranglaient. Mon cher ami, pourquoi ne voulez-vous plus rien dire de vos souvenirs étanches? L'air dont hier encore nous gonflions nos poumons devient irrespirable. Il n'y a plus qu'à regarder droit devant soi ou à fermer les yeux. Si nous tournions la tête, le vertige ramperait jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous allons voir comment André Breton et Philippe Soupeau sont arrivés à ce livre que nous avons examiné hier. Comment cela s'est-il produit? Comment ont-ils réussi à écrire ce texte? Eh bien, Breton nous a donné de nombreuses indications. Et je vous ai déjà dit que nous avons 2 étages d'indications. Nous avons premièrement les indications officielles, les indications publiques à l'intérieur du groupe. Ce sont les indications notamment qui sont données dans les manifestes du surréalisme et dans les articles qui sont autour. Et puis, nous avons un second étage d'indications, des indications qui sont plus secrètes, des aveux à un autre degré, à une autre profondeur, qui sont ces annotations recopiées sur l'exemplaire numéro 1 des champs magnétiques. Eh bien, regardons d'abord dans le premier manifeste du surréalisme comment Breton nous raconte qu'il en est arrivé à écrire avec Soupeau les champs magnétiques. On connaît à peu de choses près le chemin suivi. J'ai pris soin de raconter autour d'une étude sur le cas de Robert Desnos, intitulée « Entrée des médiums », que j'avais été amené à fixer mon attention sur des phrases plus ou moins partielles qui, en pleine solitude, à l'approche du sommeil, deviennent perceptibles pour l'esprit, sans qu'il soit possible de leur découvrir une détermination préalable. Au moment où l'on s'endort, eh bien, on a quelquefois des visions et on peut entendre, on peut percevoir un certain nombre de phrases. Or, ces phrases semblent à Breton particulièrement poétiques. Elles lui semblent particulièrement poétiques parce qu'elles ont les caractéristiques de ce qu'il appelle à l'époque, après Pierre Reverdy, l'image poétique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces phrases, les mots se mettent à vivre d'une façon en quelque sorte indépendante. Les mots, comme il dira,
dans un texte, les mots font l'amour. C'est-à-dire que les mots sont détachés de leur contexte habituel pour nous paraître, pour entrer dans une nouvelle relation, et ils nous apparaissent ainsi en quelque sorte rafraîchis. Cette liaison entre deux termes, cette juxtaposition ou cette liaison de deux termes qui habituellement n'apparaissent que dans des régions différentes de notre expérience, a une qualité fondamentale pour Breton, et pour d'autres poètes, c'est ce qui permet de nommer cela une image. C'est que cette rencontre de mots va provoquer des visions, va provoquer des images qui sont comparables aux images que nous voyons dans les rêves, ou bien aux images qui nous apparaissent dans le rêve éveillé, dans la rêverie. C'est cette capacité, si vous voulez, de nous ouvrir des paysages nouveaux qui donne à ces rencontres de mots quelque chose de tellement précieux. Et de tout temps, Breton cherche à rencontrer, à produire ces rencontres de mots. Mais d'abord, Breton, dans ses premiers poèmes, après les poèmes de style symboliste, Breton, en suivant l'exemple des poètes cubistes et en particulier de Pierre Reverdy, veut réaliser cette espèce d'étincelle, d'éclair de magnésium de l'image poétique en prenant en effet deux mots qui viennent de deux régions différentes. Ces mots venant de deux régions différentes, si vous voulez, ils apparaissent à notre esprit à deux moments tout à fait différents. Donc, ce sont deux moments de notre vie tout à fait différents qu'il va rapprocher pour constituer une image poétique. Le résultat, si vous voulez, c'est que pour faire des images poétiques, il va falloir en quelque sorte écrire extrêmement lentement. Un mot un jour où l'on pense à ceci, et un mot un autre jour où l'on pense à autre chose. Breton cherche d'abord donc une écriture d'une extrême lenteur. Entre ces deux mots ainsi rapprochés, il supprime, il gomme tous les intermédiaires qui, pour lui, n'ont pas d'intérêt. Mais évidemment, il estime que cette façon de procéder a quelque chose d'un peu artificiel. Or, voici qu'en fixant son attention sur ces phrases qui apparaissent à la demi-conscience, il trouve que ce travail lui est épargné, que ces phrases, ces images lui sont en quelque sorte données. La vertu de la parole, de l'écriture bien davantage, me paraissait tenir à la faculté de raccourcir de façon saisissante l'exposé, puisqu'exposé il y avait d'un petit nombre de faits, poétiques ou autres, dont je me faisais la substance. Je m'étais figuré que Rimbaud ne procédait pas autrement. Je composais, avec un souci de variété qui méritait mieux, les derniers poèmes de Mont-de-Piété, son premier recueil poétique, publié en pleine époque Dada. C'est-à-dire que j'arrivais à tirer des lignes blanches de ce livre un parti incroyable. Ces lignes étaient l'œil fermé sur des opérations de pensée que je croyais devoir dérober au lecteur. Imaginons aujourd'hui que nous ayons un magnétophone et que nous enregistrions, si vous voulez, toutes les paroles prononcées par un individu au cours d'une semaine. Eh bien, nous allons, pour faire un poème comme Mont-de-Piété, prendre un morceau de phrase à telle heure et puis 5 heures après, donc je ne sais combien de kilomètres d'enregistrement après, je prends un autre morceau de phrase. Tout ce qui a été enregistré dans l'intermédiaire, toute cette continuité de la pensée est donc gommée dans des poèmes de ce type. Breton, au contraire,
trouve des images qui sont données, qui lui arrivent, si vous voulez, d'une façon spontanée. Ces lignes, les lignes blanches qui sont entre les deux moments rapprochés, ces lignes étaient l'œil fermé sur des opérations de pensée que je croyais devoir dérober au lecteur. Ce n'était pas tricherie de ma part, mais amour de brusquer. J'obtenais l'illusion d'une complicité possible dont je me passais de moins en moins. Alors, c'est ce qui lui permettait donc d'arriver à ces images qui naissent du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Quelle merveille si, au lieu de travailler 6 mois pour un poème, il suffit de cueillir ce poème au passage. Il y a, si vous voulez, un verger dans la nuit, et ce verger va nous offrir des fruits. C'est un paradis perdu, nous allons pouvoir cueillir ces fruits au passage. Le poème Forêt Noire, un des derniers poèmes de Mont-de-Piété, relève exactement de cet état d'esprit. J'ai mis 6 mois à l'écrire, et l'on peut croire que je ne me suis pas reposé un seul jour. Et il est certain que lorsque Breton, étant donné le personnage de Breton, lorsqu'il dit ça, il est sincère. En effet, il a travaillé 6 mois sur ce poème d'une page. Et ce poème ne le satisfait pas complètement. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Il se bute contre un mur. Il se bute contre une vitre, si vous voulez. Et puis, tout d'un coup, il se rend compte que l'on peut passer par le côté, qu'il y a une fissure et qu'on peut aller de l'autre côté de ce mur. Il y a, si vous voulez, le miroir devient une glace sans teint et une porte. Un soir donc, avant de m'endormir, je perçus nettement articulé, au point qu'il m'était impossible d'y changer un mot, mais distraite cependant du bruit de toute voix, une assez bizarre phrase qui me parvenait sans porter trace des événements auxquels, de l'aveu de ma conscience, je me trouvais mêlé à cet instant-là. Phrase qui me parut insistante, phrase, oserais-je dire, qui cognait à la vitre. J'en pris rapidement notion et me disposai à passer outre quand son caractère organique me retint. En vérité, cette phrase m'étonnait. Je ne l'ai malheureusement pas retenue jusqu'à ce jour. C'était quelque chose comme « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre ». Mais elle ne pouvait souffrir d'équivoque, accompagnée qu'elle était de la faible représentation visuelle d'un homme marchant et tronçonné à mi-hauteur par une fenêtre perpendiculaire à l'axe de son corps. Oui. La phrase exacte n'est pas retenue, mais l'image, en tous les cas, est retenue. L'intérêt de la phrase pour Breton, c'est non seulement que la phrase lui paraît belle, c'est du beau français. Les mots se coulent à l'intérieur de la coquille de la belle langue française, mais surtout, ce qui est intéressant pour lui, c'est que cela correspond à une image. Il y a une vertu imaginante à l'intérieur de cette rencontre. Et, d'autre part, l'image qui est donnée là est une image tout à fait significative. C'est l'image de l'homme qui passe à travers une vitre, un homme qui passe à travers une fenêtre. C'est l'image d'Alice, si vous voulez, à travers le miroir. C'est le miroir qui se transforme en glace sans teint, et cette glace peut, grâce à quelques mots magiques, grâce à un sésame particulier, on va pouvoir traverser le mur, on va pouvoir entrer dans la caverne dans laquelle se trouvent les trésors. Et ainsi, Breton va pouvoir entrer, si vous voulez, dans la boutique de bijouterie et trouver les merveilles. À n'en pas douter, il s'agissait du simple redressement dans l'espace d'un homme qui se tient penché à la fenêtre. Mais cette fenêtre ayant suivi le déplacement de l'homme, je me rendis compte que j'avais affaire à une image d'un type assez rare. Et je n'eus vite d'autre idée que de l'incorporer à mon matériel de construction poétique.
je ne lui eus pas plutôt accordé ce crédit que d'ailleurs elle fit place à une succession à peine intermittente de phrases qui ne me surprirent guère moins et me laissèrent sous l'impression d'une gratuité telle que l'empire que j'avais pris jusque-là sur moi-même me parut illusoire et que je ne songeais plus qu'à mettre fin à l'interminable querelle qui a lieu en moi. Ces phrases, qui viennent en quelque sorte d'ailleurs, lui permettent de les justifier, de les présenter aux autres. Vous voyez que quelqu'un qui met 6 mois à écrire un poème qui nous semble un poème de type dadaïste, comme Forêt Noire, alors que certains de ses amis, eux, mettent 5 minutes pour arriver à un résultat à peu près comparable. C'est quelqu'un qui a des inhibitions absolument considérables. Il y a donc chez lui une querelle. Il y a une querelle entre lui et lui. Nous avons déjà vu, il y a chez Breton non seulement une querelle entre le ça, comme chez tout le monde, entre le ça et le surmoi, mais il y a chez Breton, on peut dire comme chez tout écrivain novateur, comme chez tout artiste, il y a une querelle interne au surmoi. Il y a une guerre entre les dieux. C'est de la guerre entre les dieux que naît la poésie. Breton va donc essayer, si vous voulez, de cueillir ces fruits du paradis, qui lui viennent ainsi à travers la grille qui est gardée par des anges terribles. L'arbre du paradis, l'arbre de la science, du bien et du mal, eh bien, pousse une branche à travers la grille, pousse une branche à travers la fenêtre. Et si on ose cueillir cela, peut-être que l'on trouvera le chemin du paradis. Tout occupé que j'étais encore de Freud à cette époque, et familiarisé avec ces méthodes d'examen que j'avais eu quelque peu l'occasion de pratiquer sur des malades pendant la guerre, je résolus d'obtenir de moi ce qu'on cherche à obtenir d'eux. Vous voyez ici le dédoublement perçu qui s'installe à l'intérieur de la pratique poétique. Ce dédoublement à l'intérieur de la pratique poétique est quelque chose qui est fondamental dans la pensée de Breton. Il y a dans la pensée de Breton, il y a des espèces de grands surveillants. Il y a des espèces d'anges qui sont les poètes qu'il admire de la période symboliste. En particulier Paul Valéry, qui joue un rôle de contrôleur considérable. C'est aux remarques de Paul Valéry que Breton doit en particulier ce goût de la belle grande phrase française de type presque XVIIe siècle. Et d'autre part, il y a un autre poète de la même époque qui est aujourd'hui à peu près oublié, mais Breton, dans ses entretiens, dit qu'il lui accordait une grande importance à cette époque-là, c'est Francis Vielle-les-Griffin. Et en particulier, nous dit-il, parce qu'il a dédié un de ses recueils à la beauté du parler français. Vous voyez ce rôle de surveillant qu'il y a. Il y a toutes sortes de surveillants qui sont à l'œuvre, si vous voulez, dans les greniers, dans la tête de Breton. Freud va être un de ces surveillants avec qui il aura beaucoup de mal. Ici, nous avons le surveillant qui entre à l'intérieur. Il va se surveiller lui-même un peu comme un médecin surveille un malade pour lui faire dire autre chose que ce qu'il dit d'habitude. Soit un monologue de débit aussi rapide que possible. Vous voyez que la découverte de ce que les surréalistes appellent l'écriture automatique, et Breton avant tout, c'est d'abord une différence de vitesse à l'intérieur de l'écriture. Différence de vitesse chez Breton. Et c'est cette différence de vitesse qui permet d'obéir à certains surveillants, si vous voulez. Il y a des surveillants qui sont capables de suivre cette vitesse. Ce sont les bons surveillants qui vont contrôler la qualité de la grammaire
mais cela permet de semer les mauvais surveillants. Cela permet de semer les représentants de l'armée, de l'Église, les professeurs qui vous harcèlent en vous disant en particulier « relisez-vous ». Et Breton va au contraire opérer une sorte de fuite en avant en disant « eh bien, pour une fois, je vais oser ne pas me relire ». Et pour oser ne pas se relire, il prend ce dispositif, si vous voulez, du médecin à l'intérieur de lui-même. C'est ce dispositif qui va devenir beaucoup plus fort lorsqu'il comprend pratiquement qu'il peut rendre ce dispositif réciproque. C'est-à-dire lorsqu'il comprend qu'il peut jouer le rôle, un certain rôle de surveillant privilégié pour un autre poète qui jouera le rôle de surveillant privilégié pour lui. Et c'est ainsi que, en collaboration avec Philippe Soupeau, il pourra ouvrir une porte qu'il n'était pas capable d'ouvrir tout seul, parce que cela lui demandait des espèces d'acrobaties intérieures qui étaient trop fatigantes. Un monologue de débit aussi rapide que possible sur lequel l'esprit critique du sujet ne fasse porter aucun jugement. On relègue par conséquent le professeur, qui ne s'embarrasse par suite d'aucune réticence et qui soit aussi exactement que possible la pensée parlée. Il m'avait paru, et il me paraît encore, la manière dont m'était parvenue la phrase de l'homme coupé en témoignait, homme coupé qui est en réalité un homme qui traverse une vitre, que la vitesse de la pensée n'est pas supérieure à celle de la parole. Je mets là-dessus toutes sortes de points d'interrogation. Et qu'elle ne défie pas forcément la langue, ni même la plume qui court. C'est dans ces dispositions que Philippe Soupeau, à qui j'avais fait part de ses premières conclusions, et moi, nous entreprîmes de noircir du papier avec un louable mépris de ce qui pourrait s'en suivre littérairement. La facilité de réalisation fit le reste. À la fin du premier jour, nous pouvions nous lire une 50aine de pages obtenues par ce moyen, commencer à comparer nos résultats. Donc, Breton passe le truc, si vous voulez, à Soupeau, il lui dit « écoute donc ce genre de phrase, et puis mets-toi à écrire le plus vite possible, sans trop lire. » Or, comme Soupeau, c'est comme ça qu'il écrivait ses poèmes. Ça ne l'a pas gêné du tout, il a trouvé ça très amusant, ça a marché très très bien. Dans l'ensemble, ceux de Soupeau et les miens présentaient une remarquable analogie. Même vice de construction, défaillance de même nature, mais aussi de part et d'autre l'illusion d'une verve extraordinaire, beaucoup d'émotions, un choix considérable d'images, au sens précis que nous avons vu, d'une qualité telle que nous n'eussions pas été capables d'en préparer une seule de longue main, un pittoresque très spécial, et de ci de là, quelques propositions d'une bouffonnerie aiguë. Les seules différences que présentaient nos deux textes me parurent tenir essentiellement à nos humeurs réciproques et à ce qu'il avait commis l'erreur de distribuer, au haut de certaines pages, et par esprit sans doute de mystification, quelques mots en guise de titre. Nous retrouvons cela dans le chapitre des champs magnétiques qui s'appelle « Ne bougeons plus », sur lequel nous allons revenir. Et Soupeau insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut rien corriger. Et Breton dit oui, il avait raison. Il est en effet fort difficile d'apprécier à leur juste valeur les divers éléments en présence. On peut même dire qu'il est impossible de les apprécier à première lecture. À vous qui écrivez ces éléments, en apparence, vous sont aussi étrangers qu'à tout autre et vous vous en défiez naturellement. Mais justement, le fait qu'ils apparaissent comme étrangers, ça c'est le sésame pour Breton, parce qu'il est capable de se dire à lui-même, eh bien, et de dire aux autres, eh bien, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Pensez-en ce que vous voudrez, cela n'a pas d'importance. Le merveilleux, c'est le cas de le dire, c'est que les gens ont trouvé que les textes qui étaient ainsi produits, eh bien, étaient très poétiques et qu'ils étaient très drôles. Voici le passage auquel Breton fait allusion au début du texte que je viens de vous lire, et dans lequel il nous donne plus de précisions sur la façon dont les choses se sont passées.
Vous voyez que lorsqu'on lit le texte du manifeste du surréalisme, on a l'impression que l'écriture automatique est une dictée pure et simple. C'est comme si un professeur parlait à l'intérieur de la tête et l'élève poète écrit sous la dictée. Et on a l'impression que rien n'existe auparavant. Pourtant, nous allons voir qu'il existe tout de même bien des choses auparavant. Il existe d'abord la forme de la grammaire, de la belle grammaire française, du beau parler français, et le choix de cette forme. Il existe le goût pour les images qui ont une certaine vertu. Mais dans la fabrication des champs magnétiques même, nous allons voir que le dispositif qui va permettre en quelque sorte cette cataracte, qui va permettre à Breton de se délivrer de ses inhibitions, est encore beaucoup plus complexe. En 1919, mon attention s'était fixée sur les phrases plus ou moins partielles qui, en pleine solitude, à l'approche du sommeil, deviennent perceptibles pour l'esprit. Ces phrases, remarquablement imagées et d'une syntaxe parfaitement correcte. Voilà les gants blancs, si vous voulez, de la langue française. Breton, dans un autre passage, parle, pour décrire un beau texte, il parle un texte d'un style parfaitement châtié. L'expression châtier, qui est tout à fait courante à l'intérieur de l'ancien enseignement, est tout à fait savoureuse lorsque nous la lisons sous la plume d'André Breton. C'est plus tard que Soupeau et moi nous songeâmes à reproduire volontairement en nous l'état où elle se formait. Il s'agissait donc d'abord de créer en soi, en principe, une sorte d'état de distraction et d'attention à quelque chose d'intérieur, d'attention, vous le sentez bien, aux mots qui commencent à se former. Il suffisait pour cela de faire abstraction du monde extérieur. Ce n'est peut-être pas si facile. Et c'est ainsi qu'elles nous parvinrent 2 mois durant, de plus en plus nombreuses, se succédant bientôt sans intervalle avec une rapidité telle que nous dûmes recourir à des abréviations pour les noter. Elles parviennent à chacun des deux séparément d'abord. Les champs magnétiques ne sont que la première application de cette découverte. Chaque chapitre n'avait d'autre raison de finir que la fin du jour où il était entrepris. Nous voyons alors que les champs magnétiques, entre autres choses, nous avons vu dans une des sections une structure extrêmement traditionnelle et extrêmement puissante, la section saison étant, à travers certains étages de vitres, le développement de la métaphore traditionnelle des saisons de la vie qui s'exprime dans l'image d'Épinal qui est dans la chambre du petit Breton dans son enfance en Bretagne. Eh bien, nous avons ici une autre structure traditionnelle très importante que nous trouvons dans toutes sortes de livres, et en particulier des livres religieux, des livres d'exercice de la pensée et de la méditation. C'est la structure de la semaine. Nous avons un chapitre par jour à l'intérieur d'une semaine. Et nous verrons qu'originellement, il y a 7 jours à l'intérieur des champs magnétiques. Ce qui rapproche les champs magnétiques de textes qui, en apparence, sont aussi différents que possible de cet ouvrage. Par exemple, cet exercice mental journalier, cela rapproche les champs magnétiques des méditations métaphysiques de Descartes ou des exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Évidemment, Breton aurait été stupéfait de voir un tel rapprochement. Ça aurait été une image vraiment inattendue. Chaque chapitre n'avait d'autre raison de finir que la fin du jour où il était entrepris.
Et d'un chapitre à l'autre, seul le changement de vitesse ménageait des effets un peu différents. Nous avons vu déjà hier que d'un chapitre à l'autre, nous avons une structure grammaticale différente. Et d'après ce que nous disent les textes, cette structure grammaticale, la qualité grammaticale, le caractère châtié de la grammaire, cela c'est constamment contrôlé. Mais par exemple, nous n'avons rien dans ces textes qui nous disent que c'est volontairement que le premier chapitre est à la première personne du pluriel et que le deuxième chapitre est à la première personne du singulier. Mais nous avons déjà vu que il y a des caractéristiques grammaticales différentes à chacune de ces journées. La situation, si vous voulez, la qualité propre de chaque jour de la semaine. Et il est possible de réaliser un tableau de correspondance pour savoir d'une façon assez précise à quel jour de la semaine correspond chacun des chapitres fondamentaux des champs magnétiques. Et on pourrait imaginer que chaque jour de la semaine, à cause de toutes ces connotations traditionnelles à l'intérieur de la langue française, donc qui n'aviennent pas à la conscience claire des deux auteurs, suffirait pour garantir une certaine variété. Mais Breton précise qu'il y a un autre élément essentiel de la variété, c'est que pour chacun de ces jours, il y a une vitesse d'écriture qui est différente. Et évidemment, nous avons très envie d'avoir quelques détails là-dessus. La vitesse avec laquelle on écrit et qui naturellement a été décidée d'avance, les deux se sont accordés, se sont dit bien aujourd'hui nous allons écrire plus lentement qu'hier et nous allons voir ce que cela donne. On peut très bien interpréter cela. Selon la vitesse avec laquelle on écrit, on peut plus ou moins relire, et surtout si l'on écrit à deux. Si l'on veut conserver une certaine vitesse générale, on pourra plus ou moins relire ce que vient d'écrire l'autre. Le champ de la perception, si vous voulez, par rapport au texte, est plus ou moins étalé. Par conséquent, les liaisons qui vont se faire naturellement vont être des liaisons qui, si vous voulez, la liaison qui est entre le mot que je suis en train d'écrire, si je travaille à grande vitesse, cette liaison sera surtout une liaison avec le mot ou les deux mots précédents, qui vont en quelque sorte automatiquement, perpétuellement sortir de leur contexte. Au contraire, si j'écris plus lentement, le mot que je suis en train d'écrire va être relié imaginativement à des textes, à une dimension de texte, à un champ de texte, à une portion de texte plus grande. Et par conséquent, on peut dire que dans les textes écrits les plus vite, les plus rapidement, les mots vont s'isoler davantage et les liaisons des mots vont s'isoler du texte général plus que dans les textes qui sont écrits plus lentement. Il y aura donc une certaine tendance dans un texte écrit vite à avoir des images que les surréalistes qualifieront de plus fulgurantes, et nous verrons que nous pouvons voir des mots sur lesquels pivote le sens. Des mots qui sont en quelque sorte des calembours, des mots qui sont pris dans un sens dans lequel ils n'étaient pas pris lorsque la phrase à laquelle ils appartiennent a été écrite. Ce que j'en dis sans préjudice de ridicule ou de réclame tend surtout à établir qu'en l'absence de toute intervention critique de notre part, les jugements auxquels nous nous exposions en publiant un tel livre, a priori, tombaient à faux. Nous n'en risquions pas moins, en prêtant même malicieusement l'oreille à une autre voix que celle de notre inconscience, de compromettre dans son essence ce murmure qui se suffit à lui-même, et je pense que c'est ce qui arriva. Jamais plus par la suite,
où nous le fîmes sourdre avec le souci de le capter à des fins précises, il ne nous entraîna bien loin. Après les champs magnétiques, l'histoire de l'écriture automatique, nous dit Breton, à l'intérieur du surréalisme est celle d'une infortune continue. Il y a dans les premiers numéros de la révolution surréaliste de très nombreux textes automatiques et nous en trouvons chez divers écrivains surréalistes. Mais au bout d'un certain temps, on abandonne la technique de l'écriture automatique parce que c'est une fois qu'on a constaté que cela donnait des choses du même genre que ce qu'il y avait dans les champs magnétiques, on trouve aussi que c'est moins bien au fond que ce qu'il y avait dans les champs magnétiques. Que donc ce n'est plus la peine. Le seul grand texte automatique après les champs magnétiques, c'est celui de Breton tout seul, que nous verrons la semaine prochaine, et qui est Poisson soluble, le texte qu'il présente comme échantillon lorsqu'il publie le manifeste du surréalisme. Et pourtant, il avait été tel, ce murmure, ce ruissellement, que je n'attends encore de révélation que de lui. Je n'ai jamais cessé d'être persuadé que rien de ce qui se dit ou se fait ne vaut hors de l'obéissance à cette dictée magique. Et dictée et soulignée. Il y a là le secret de l'attraction irrésistible qu'exercent certains êtres dont le seul intérêt est de s'être un jour fait l'écho de ce qu'on est tenté de prendre pour la conscience universelle, ou si l'on préfère d'avoir recueilli sans en pénétrer le sens à la rigueur quelques mots qui tombaient de la bouche d'ombre. Vous savez que la bouche d'ombre, cela évoque un des grands poèmes des contemplations de Victor Hugo qui s'appelle « Ce que dit la bouche d'ombre ». La bouche d'ombre chez Victor Hugo, c'est en particulier la voix des médiums. C'est la voix du spiritisme, c'est l'incroyable aventure des tables tournantes de Victor Hugo à Guernesey. Et Breton et ses amis, au moment où ils explorent l'écriture automatique, commencent à explorer d'autres techniques surréalistes. Premièrement, le récit de rêve, qui ne donne d'ailleurs dans le surréalisme pas de très grands textes, et pourtant les premiers récits de rêve publiés par Breton, qui se trouvent dans le recueil Clair de Terre, sont de remarquables récits de rêve. Et troisièmement, la troisième technique fondamentale au moment du premier surréalisme, c'est justement ce que j'appellerais un spiritisme matérialiste. Un spiritisme dans lequel la question des esprits, des fantômes est mise complètement entre parenthèses, mais ceux qui appartiennent au groupe surréaliste font comme si ils étaient des spirites, et en particulier Robert Desnos, d'où ce texte « Entrée des médiums » qui est consacré avant tout à Robert Desnos. Robert Desnos, en état de sommeil médiumnique ou magnétique, sortait des choses tout à fait amusantes ou tout à fait poétiques. Maintenant, il est grand temps que nous arrivions aux détails que nous donne l'exemplaire numéro 1 sur papier de Chine, parce qu'il va nous donner des indications qui ne sont pas en accord immédiat avec ce que nous disent le manifeste ou l'entrée des médiums. Si vous voulez, les indications qui sont données par Breton, en quelque sorte en privé, ne sont pas tout à fait d'accord avec l'interprétation surréaliste orthodoxe telle qu'elle avait cours à l'intérieur du groupe. Et c'est pourquoi cela a quelque chose de si passionnant. Breton nous dit d'abord, le titre de ce livre a failli être « Les précipités ». On comprend très bien, puisque pour lui, l'essentiel, c'était d'aller vite, écrire vite sans se retourner en arrière, au lieu d'écrire lentement, en s'appliquant et en relisant ce que l'on a écrit. Voilà. Breton commence par commenter, après un rappel des phrases du demi-sommeil, etc., il commente la collaboration avec Philippe Soupe.
en collaboration avec Philippe Soupeau. Je faisais alors grand cas, la guerre venait de finir, d'un certain don de gratuité que j'accordais à l'exercice de la pensée chez Soupeau, par exemple. Entre tous mes amis d'alors, il me paraissait être celui qui fut le moins contaminé par le souci d'une rigueur apparente, tout à fait inconciliable avec la rigueur réelle que j'avais la volonté d'instaurer. Et Breton fait ainsi l'éloge de Soupeau, avec lequel, à l'époque, il était déjà brouillé. Nous avons vu l'importance, à l'intérieur du texte des champs magnétiques, des structures doubles. Les deux chapitres, le Pagure dit, la carte de visite avec bois et charbon, André Breton et Philippe Soupeau. Un livre à deux auteurs, c'était quelque chose à l'intérieur du contexte de la poésie ou de la littérature de cette époque-là, quelque chose de tout à fait surprenant. Et c'est surprenant dans la mesure où l'on estimait encore que la poésie, c'était le lyrisme individuel, c'était l'expression de l'individu et en particulier l'expression de l'individu contre la société. Un livre avec deux auteurs, c'est donc quelque chose qui était surprenant. Mais il y avait déjà des exemples de livres avec deux auteurs. Il y a d'abord des livres avec deux auteurs dans lesquels il y a des parties bien séparées. Mais il y avait des exemples de livres de deux auteurs dans lesquels il était impossible de séparer ce qui venait de l'un et ce qui venait de l'autre. Le grand exemple de l'auteur double au XIXe siècle, c'est les Goncourt, les frères de Goncourt, pour lesquels d'ailleurs Breton, dans les vases communicants, nous rappellera son admiration. Lorsqu'on lit un livre des Goncourt, avant qu'il n'y en ait eu plus qu'un seul, on ne sait pas ce qui vient de l'un ou ce qui vient de l'autre. À l'époque où Breton écrit, il y a d'autres écrivains qui ne sont pas du tout du même bord, mais dont l'œuvre est bien connue, c'est les frères Tarot, Jérôme et Jean Tarot. La même remarque. Vous voyez ce qu'il y a de commun à ces deux auteurs doubles, les Goncourt, les Tarot. C'est un point qui va être très important, c'est le fait que ce sont des frères. Eh bien, chez Breton et Soupeau, le fait d'écrire ensemble fait qu'ils se transforment en quelque sorte en deux frères, en deux amis bien plus intimes que des amis ordinaires. Cette idée de fraternité est quelque chose qui est très important dans le groupe surréaliste. Breton dira à propos d'Éluard, par exemple, avec qui il aura aussi des exercices d'écriture en commun, avec qui il publiera aussi un livre à deux signatures, un des plus grands livres surréalistes, l'Immaculée Conception. Il nous dira que peu à peu, l'intimité avec Éluard était devenue si grande, jusqu'au moment de la rupture, juste avant la guerre de 1939, qu'ils étaient devenus des frères. Si vous voulez, il y a une idée de fraternité, une relation familiale qui dépasse de beaucoup les relations habituelles que l'on a dans des groupes littéraires. Cet changement de la relation apparaît en particulier à l'intérieur d'un exercice de ce genre. Et cet exercice permet aux deux frères, entre guillemets, permet aux deux écrivains de jouer un rôle quasi familial l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'il permet aux deux écrivains de jouer l'un par rapport à l'autre le rôle de substitut du père, c'est-à-dire d'un surveillant qui va permettre d'échapper au surveillant naturel, c'est la rigueur qui vient du contrôle opéré par le frère. Ici nous pouvons dire il y a deux frères jumeaux, Breton et Soupeau, qui sont sous le contrôle du frère aîné disparu, Jacques Vacher. Mais ce que nous apprenons ici, c'est le rôle à l'intérieur des champs magnétiques de la volonté de Breton. Et cette volonté, justement, à laquelle il essaye d'échapper par l'intermédiaire de la présence de Soupeau. Le plan du présent ouvrage a été entièrement arrêté par moi. Voilà quelque chose dont on ne se douterait pas en lisant
toutes les déclarations sur l'automatisme, la dictée, la spontanéité absolue. C'est donc d'avance que Breton a décidé que 8 jours, ça serait bien, enfin 1 semaine, ça serait bien. Et c'est Breton qui a décidé, non pas des titres qu'il reproche à Soupeau, et qui sont à l'intérieur du chapitre, qui subsistent à l'intérieur du chapitre Ne bougeons plus, mais c'est lui qui décide des titres qui vont être donnés à chacun des chapitres fondamentaux, des titres et de leur vitesse. Les champs magnétiques devaient primitivement comporter 8 chapitres, dont un chapitre double, le Pagure dit. Ne bougeons plus n'étant pas compris. Nous allons voir d'où vient Ne bougeons plus. Il s'agissait en effet dans le corps du livre de pouvoir varier d'un de ces chapitres à l'autre la vitesse de la plume, de manière à obtenir des étincelles différentes. Car s'il paraît prouvé que dans cette sorte d'écriture automatique, il est tout à fait exceptionnel que la syntaxe perde ses droits, surtout évidemment chez quelqu'un comme Breton, il est indéniable que les dispositions prises pour aller très vite ou un peu plus lentement sont de nature à influencer le caractère de ce qui se dit. Il semble même que ce soit de toute gravité, puisque l'adoption a priori d'un sujet n'est pas absolument compatible avec une allure fortement accélérée de l'écriture habituelle, entre parenthèses, saison, tandis qu'on ne peut, sans ruiner de fond en comble ce sujet, continuer à appuyer indéfiniment sur la pédale. Eh bien, avant d'avoir lu ce texte, ces aveux de Breton, jamais je n'aurais imaginé, si forte que soit la structure d'un texte comme Saison, jamais je n'aurais imaginé, étant donné la théorie officielle surréaliste, qu'il y avait eu dans ce texte l'adoption a priori d'un sujet. C'est-à-dire, non seulement on s'installe pour écouter la dictée du langage, si vous voulez, mais Breton a commencé par décider que pour ce chapitre-là, on allait adopter comme sujet les saisons. Et naturellement, c'est à l'intérieur de la réalisation de ce projet que la métaphore, les saisons de la vie, va s'imposer absolument à l'imagination de Breton et de Soupeau. Peut-être ne fera-t-on jamais plus concrètement, plus dramatiquement saisir le passage du sujet à l'objet qui est à l'origine de toute préoccupation artistique moderne. Il y a des textes dans les champs magnétiques qui partent d'un sujet, et ce sujet subsiste, un sujet décidé à l'avance, ce sujet subsiste à l'intérieur de ce traitement de l'épaisseur des vitres de l'écriture automatique. Il y en a d'autres dans lesquels il n'y a, pour ainsi dire, pas de sujet préalable, pourtant il y a un titre, mais ce sujet préalable en quelque sorte disparaît et laisse place à un objet nouveau, qui est bien ce que l'on entend d'habitude dans l'écriture automatique.